Ici, la voix de l'Amérique. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence par les titres. Le nouveau coronavirus fait sa première victime en Afrique subsaharienne. Nous irons également au Gabon. Le pays s'est mis en quarantaine et pris un certain nombre de mesures pour barrer la route au Covid-19. Au Soudan du Sud, ils rêvent toujours d'une vie meilleure. Eux, ce sont les déplacés internes, rongés par le conflit entre partisans de Salva Kiir et de Riek Machar. Beaucoup tentent malgré tout de subvenir à leurs besoins. En dépit des efforts du gouvernement et de l'aide internationale, le Mozambique peine toujours à se remettre sur pied. Les effets des cyclones Idai et Kenneth pèsent encore sur plus de 100 000 personnes. Bonsoir à tous, ouvrons ce journal par le Burkina Faso. Le pays vient d'enregistrer le premier décès dû au nouveau coronavirus. C'est aussi la première victime en Afrique subsaharienne. Cette mort survient alors que le patron de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a exhorté le continent à se préparer au pire. Explication Blanche Sanou. La victime décédée suite au nouveau coronavirus était la vice-présidente du Parlement burkinabé. Rosemary Compaoré était une femme diabétique de 102 ans qui siégeait à l'Assemblée sous la bannière du principal parti de l'opposition UPC. Les autorités médicales du pays ont annoncé que le nombre d'infections avait augmenté de 7 à 33. Compte tenu de la faiblesse des infrastructures sanitaires, de la pauvreté, du terrorisme et de la surpopulation urbaine, les responsables sanitaires luttent difficilement contre la maladie. En dehors de la recherche et du suivi des cas contacts, toutes les personnes malades sont prises en charge au niveau des centres de référence pour les cas graves. Les cas les moins graves sont pris en charge au niveau périphérique ou à domicile. Le Burkina Faso a ordonné la fermeture de toutes les écoles et interdit tous les rassemblements publics et privés jusqu'à fin avril. Les rues inhabituellement calmes de la capitale Ouagadougou étaient quasi vides. De façon générale, l'Afrique a pris du retard par rapport à la courbe mondiale des infections et des décès dus au coronavirus, mais ces derniers jours, le nombre de cas a considérablement augmenté. Les experts ont à plusieurs reprises mis en garde contre les dangers pour le continent. L'Afrique du Sud, l'économie la plus industrialisée du continent, a quant à elle signalé une augmentation de plus d'un tiers des cas, avec 31 nouvelles infections, portant son bilan à 116. La Zambie voisine a annoncé ses 2 premiers cas confirmés. Un décompte des cas signalés compilé par l'AFP s'élevait à 576 pour l'ensemble de l'Afrique. Parmi ceux-ci, 15 cas ont été mortels, 6 en Égypte, 5 en Algérie, 2 au Maroc, 1 au Soudan et 1 au Burkina Faso. La République démocratique du Congo prend à son tour des mesures restrictives pour ralentir la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus. Elles ont été annoncées mercredi soir par le président Félix Tshisekedi. Le nombre de cas confirmés dans le pays s'élève désormais à 14. Parmi ces mesures, on compte l'interdiction des vols en provenance des pays à risque. Le Cameroun, qui officiellement totalise déjà 14 cas d'infection au coronavirus, annonce lui ce jeudi qu'il va ériger un centre de prélèvement au palais polyvalent des sports de Yaoundé. Cette décision fait suite à l'enregistrement de 3 nouveaux cas d'infection au Covid-19 décomptés parmi les 198 passagers du vol Air France ayant débarqué à Yaoundé le 17 mars 2020. Au Sénégal, l'association des imams et oulémas a lancé mercredi un appel à l'arrêt des prières dans les mosquées pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. La Côte d'Ivoire, elle, a décidé de fermer ses mosquées pour 15 jours. Le Gabon ferme à son tour ses frontières. Le pays, qui a enregistré son premier cas de contamination au Covid-19 la semaine dernière, se met en quarantaine. Le plan de riposte nationale contre l'épidémie intègre des restrictions dans les lieux publics où sont désormais interdits les rassemblements de 50 personnes ou plus. Le reportage de notre correspondant Ismaël Obianzé. La zone économique à régime spécial du Gabon, poumon de la diversification de l'économie nationale, est vent debout contre le Covid-19. Le premier niveau de précaution concerne tous les usagers de la ZES,
Ils doivent se désinfecter les mains au gel avant d'accéder aux services administratifs. Nous avons tenu plusieurs réunions en amont déjà, dès que le gouvernement effectivement a signalé les risques que le Gabon encourait, donc pour prévenir tout risque de contamination au niveau de la zone et que ces mêmes mesures qui soient appliquées au niveau de l'autorité administrative soient aussi appliquées au niveau des différentes entreprises de la zone économique spéciale. Cette région géographique est une friche de 1600 hectares avec près d'une centaine d'entreprises qui emploient à ce jour 4000 personnes. C'est donc une zone à forte concentration humaine, vulnérable aux microbes. Si on a un gel-main, pour le gel-main, on n'a pas nécessairement besoin de l'eau. Simplement l'appliquer sur les mains et puis on se désinfecte les mains. Autant de fois où on sera en contact avec les autres, il faut nécessairement se désinfecter les mains à chaque fois. Comme chaque matin, Hydranel Ban fait le tour. Le patron de Greenply doit s'assurer que les règles d'hygiène en entreprise sont respectées pour éviter une contamination au coronavirus à ses employés. Et pour cerner l'ampleur des dispositions individuelles de chaque citoyen, direction les pharmacies où les masques de protection et les produits désinfectants s'arrachent au comptoir. Le risque de pénurie est grand. La crise sanitaire liée au Covid-19 a créé une économie parallèle. Les marchés ont pris le relais du business. Jamais le Gabon, qui dispose d'un système de santé défaillant, n'a connu une telle agitation, de quoi inquiéter Nikes Moulombi, un des leaders de la société civile. Le système sanitaire en Afrique pose énormément de problèmes. Et nous pensons que l'OMS se mettra du côté des États pour que, in fine, on puisse maîtriser cela et éviter la panique. Ce début de semaine, Libreville ressemble à une ville fantôme. Bars et écoles sont fermés pendant 14 jours sur décision du gouvernement dans le cadre d'un plan national anti-coronavirus. Ismaël Obianzé pour VO Afrique, Libreville. La pandémie du coronavirus continue de faire des victimes dans le monde. Pas moins de 475 personnes sont décédées en 24 heures en Italie, 200 morts en une seule journée en Espagne. À la date du 18 mars, l'Europe totalisait pas moins de 3422 décès dus au Covid-19. La Banque centrale européenne va débloquer quelques 750 milliards d'euros pour pouvoir faire face à la pandémie. La Chine, elle, semble sortir la tête de l'eau. Le pays annonce ce jeudi n'avoir enregistré aucune nouvelle contamination d'origine locale au Covid-19. Jeudi matin, le nouveau coronavirus avait infecté plus de 220 000 personnes dans 151 pays et territoires, entraînant plus de 9 000 décès. Aux États-Unis, les 50 États et le district de Columbia ont signalé des cas confirmés de Covid-19, totalisant plus de 9 415 malades et au moins 150 décès. Au Soudan du Sud, les déplacés internes du conflit entre les partisans du président Salva Kiir et ceux du vice-président Riek Machar tentent tant bien que mal de survivre. Depuis 2013, ils rêvent d'apaisement et de paix. Parmi eux, John Roto, qui vit avec sa famille dans un camp de déplacés à Rimenzé. Des années d'affrontements ont mis fin à son métier d'agriculteur puisqu'il n'est plus en mesure de cultiver ses terres. Désormais, il compte fabriquer des filets de pêche pour subvenir aux besoins de sa famille. Pour en savoir plus sur la situation, écoutons Dili Diko. À 65 ans, John Roto dit n'avoir jamais connu la paix. Il est né dans la guerre et a grandi et vécu dans les conflits qui l'ont contraint à fuir pour se réfugier dans un camp de déplacés à Rimenzé, au Soudan du Sud. Ma maison a été incendiée 2 fois. La première année, j'ai fui dans ce camp, puis j'ai rénové ma maison lorsque la paix semblait revenir. Mais ma maison a été incendiée une seconde fois. Vivant dans un camp de déplacés avec sa famille, Roto ne peut plus faire d'agriculture. Il est désormais obligé de confectionner des filets de pêche. Tresser des filets de pêche, c'est ce que je fais pour gagner ma vie. Nous ne sortons plus du camp pour cultiver. Avec la signature d'un accord de paix en 2018 et la récente formation du gouvernement de transition, Roto et ses compatriotes espèrent plus que jamais parvenir à la paix. Mais pour l'instant, ils ne voient pas de réel progrès. Nous avons toujours peur. Nous n'avons pas ressenti ce sentiment de paix, même si nous en entendons parler. Nous devons ressentir la présence de cette paix, alors elle sera réelle. Les enfants de Roto sont également nés dans la guerre. Il est inquiet de savoir qu'ils devront faire face aux mêmes difficultés que lui. Il n'y a pas de paix ici. Mes 2 enfants sont nés dans la guerre.
Je ne sais pas comment le gouvernement va aider les enfants à grandir sans entendre les coups de feu. La guerre a affecté leurs esprits et ils se comportent comme s'ils étaient fous. Bien que déçu par les fausses promesses des dirigeants, Roto espère que les leaders sud-soudanais arriveront enfin à mettre les intérêts du pays avant leurs divergences politiques. Un an après les cyclones Idai et Kenneth, le Mozambique peine à se remettre sur pied. L'Organisation internationale pour les migrants a déclaré qu'en décembre, près de 100 000 personnes étaient toujours déplacées au Mozambique. Malgré les efforts du gouvernement et l'aide internationale, la vie après Idai n'est plus la même. Arzuma Compaoré. Vasco Gaspar, centenaire, s'appuie sur son bâton de marche dans un champ du centre du Mozambique, ramassant du maïs près de la tente où il vit depuis que les inondations et les vents ont détruit sa maison en mars 2019. Comme des milliers d'autres, il est toujours dans un abri temporaire, près d'un an, jour pour jour, après le passage du cyclone Idai en Afrique australe. Le cyclone Idai a été la pire chose que j'ai jamais connue de toute ma vie. Des vents forts emportaient les maisons, la montée des eaux de crue, les gens avaient peur, les gens couraient. Et la destruction, je n'ai jamais rien vu de tel dans ma vie. Gaspar vit seul dans un camp du gouvernement soutenu par l'ONU dans le district de Namatanda, à environ 70 km à l'intérieur des terres de la ville portuaire de Beira, où le cyclone a touché le sol le 14 mars 2019. Il est censé recevoir une aide alimentaire tous les mois, dit-il, mais parfois les fournitures arrivent en retard. Le plan du gouvernement est d'en faire un campement permanent, mais pour l'instant, les habitants se contentent de huttes et de tentes et de petites parcelles de terrain dont ils disposent pour cultiver eux-mêmes. Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies affirme que 2 millions de personnes dans le pays ont besoin d'une aide alimentaire. Selon un porte-parole du PAM, l'institution a été contrainte de réduire de 50% la ration alimentaire des personnes ne vivant pas dans les centres de réinstallation afin d'aider les plus vulnérables jusqu'à la fin mars. Malheureusement, un an après le cyclone, il y a encore 2 millions de personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire aujourd'hui. Ce qui est vraiment triste car c'est un pays qui produisait beaucoup de nourriture et dans de nombreuses régions autour de Beira. Le PAM ne distribuait pas de nourriture auparavant. Maintenant, nous les aidons à se remettre sur pied en leur fournissant de la nourriture chaque mois depuis le cyclone. Les déluges répétés ont éprouvé les huttes, les tentes et autres logements temporaires. Le cyclone Idai, puis le cyclone Kenneth, qui a frappé à peine 6 semaines plus tard, ont détruit 700 000 hectares de maïs, de haricots, de riz et d'autres produits. En février, de nouvelles inondations ont frappé Sofala, la province centrale la plus touchée par Idai, inondant davantage cette région. Quant au gouvernement mozambicain, il a promis de moderniser les colonies avec des bâtiments plus solides, mais il dit être retardé par une promesse de financement, ainsi qu'une multitude de règles imposées par différents donateurs. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique. Je m'appelle Amanda Bennett et je suis la directrice de Voice of America. J'enregistre cette vidéo chez moi parce qu'ici à la Voix de l'Amérique, nous travaillons presque tous maintenant à distance afin de ralentir la propagation du nouveau coronavirus qui, je le sais, a affecté plusieurs d'entre vous et vos familles. Je voulais juste vous faire savoir que si la santé et la sécurité de nos employés sont vraiment notre principale préoccupation, nous sommes également conscients que pendant cette période troublante, vous vous tournez vers nous de plus en plus pour recevoir les informations factuelles et impartiales dont vous avez besoin pour prendre des décisions. Nous travaillons donc aussi dur que possible pour maintenir autant de programmation que possible pendant cette période. Vous remarquerez peut-être des changements dans des émissions que vous avez l'habitude de regarder ou d'écouter et certaines d'entre elles devront peut-être être interrompues. Si cela se produit, nous vous tiendrons informés de l'endroit où vous pouvez trouver le contenu que vous avez l'habitude de recevoir. Je vous souhaite donc à tous bonne chance et bonne santé et merci beaucoup. Nous espérons être là pour vous. Je vous remercie.
Bienvenue dans cette deuxième partie du Monde aujourd'hui. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Le nouveau coronavirus domine toujours l'actualité partout dans le monde. La prévention est l'affaire de tous en ces temps de propagation. Les Tunisiens anxieux consultent les herboristes et s'approvisionnent en remèdes traditionnels. Le pays a déjà signalé 20 cas de Covid-19 depuis le 2 mars. Bien qu'aucun décès n'ait été signalé, les autorités ont pris des mesures sévères pour stopper la propagation de la maladie et moins de clients encombrent les ruelles pavées de l'ancienne Médina de la capitale. Plus de détails avec Blanche Sanou. Il n'y a pas de remède connu pour le nouveau coronavirus, mais face à l'anxiété du public en Tunisie, certaines personnes profitent pour vendre des médicaments traditionnels. Ils viennent parce qu'ils ont peur du coronavirus. Les Tunisiens sont inquiets, alors ils viennent vers nous. Ils nous demandent ce qu'ils peuvent faire à la maison. Ils achètent des plantes comme l'armoise et le thym. Ce sont des plantes qui ont de bonnes vertus et doivent être inhalées. Les clients continuent d'affluer vers le marché des herboristes où les flacons, les poudres et les herbes séchées sont empilés. Les plantes médicinales locales et importées sont traditionnellement appréciées par les Tunisiens pour prévenir la grippe hivernale qui partage certains symptômes avec le nouveau coronavirus. Je suis venue pour trouver quelque chose qui nous protège du coronavirus. Je cherche des plantes médicinales qui pourraient désinfecter notre corps. Quelque chose que vous pouvez faire bouillir et boire. Mais les experts de la santé recommandent aux consommateurs une certaine prudence. Il faut se méfier des gens qui profitent de ce genre de situation pour vendre des mixtures, des prétendues mixtures. Et si on en utilise de façon inconsidérée, on peut avoir des effets toxiques. Donc, comme la plupart des pays du continent africain, la Tunisie a décidé de fermer les lieux publics, notamment les cafés et les restaurants, et d'interdire les rassemblements de tout genre sur toute l'étendue du territoire national. Alors que l'Europe est désormais l'épicentre de la pandémie et que de nombreux pays ont fermé écoles et lieux publics, au Maroc, des dizaines de jeunes gens se rassemblent toujours chaque jour près de l'entrée de Tanger Med, le plus grand terminal de fret maritime de la Méditerranée, dans l'espoir de traverser la Méditerranée en passagers clandestins. Claire Morin-Gibourg. Comme ce jeune Marocain, Abdelawed, ils sont des dizaines à errer aux abords du gigantesque port de Tanger Med. Ils guettent les camions et espèrent pouvoir se glisser sous un châssis pour franchir le détroit de Gibraltar. La crise du coronavirus et le bouclage des frontières n'ont rien changé à leur plan. Après la fermeture des frontières, c'est devenu un peu plus compliqué de trouver des solutions. Nous avons encore faim. Dès que vous arrivez au port, ils vous jettent dehors. La situation est très compliquée. Nous n'avons pas peur. Notre seule crainte ne peut venir que de Dieu. En venant à ce port, nous savions qu'il fallait être patient et nous avons peur de personne. Située à moins de 20 km à vol d'oiseau, l'Espagne est l'un des pays européens les plus touchés par la pandémie du Covid-19. Le pays s'est calfeutré en déclarant une quarantaine quasi totale et l'état d'alerte pour 15 jours. De son côté, le Maroc ne compte que 28 cas déclarés et un seul décès. Le royaume chérifien a suspendu la semaine dernière ses liaisons aériennes avec 29 pays et stoppé le trafic maritime des passagers. Mais le transit des camions et des conteneurs continue normalement. Nous voulons aller en Europe pour trouver autre chose et construire notre avenir. En ce qui concerne la pandémie, si c'est notre destin de tomber malade, nous tomberons malades. Nous sommes déjà malades dans ce pays sans le coronavirus. Selon les autorités espagnoles, près de 32 500 migrants originaires de plusieurs pays africains, dont le Maroc, sont entrés en 2019 clandestinement en Espagne par la voie terrestre ou maritime, moitié moins qu'en 2018. La Somalie utilise un outil innovant appelé le COST 3 pour contrôler l'invasion hadridienne. Des efforts sont en cours au Somaliland pour freiner la propagation des criquets pèlerins en pulvérisant des biopesticides et en intensifiant les efforts de surveillance. Plus de détails avec Blanche Sanou. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture collabore avec le ministère du Développement agricole du Somaliland pour freiner la propagation des criquets pèlerins.
Les données recueillies sont transmises par satellite au service d'information sur le criquet pèlerin de la FAO à Rome pour mettre à jour en temps réel les informations sur la situation actuelle sur le terrain. Des opérations de lutte ont été récemment menées à la périphérie de la ville de Guérissa, dans le Somaliland. Ces opérations comprennent notamment l'utilisation de biopesticides à l'aide de pulvérisateurs. Les biopesticides ciblent spécifiquement les criquets et ne nuisent pas aux autres insectes pollinisateurs. Nous préférons utiliser ce biopesticide pour la sécurité des animaux. Nous avons beaucoup de bétail au Somaliland ici. En plus, ce produit permet de protéger les autres éléments de l'environnement. C'est plus rassurant pour la vie des gens et même le personnel qui manipule ce biopesticide. La FAO a déclaré que la situation était extrêmement alarmante en Afrique de l'Est, une région où 20 millions de personnes sont déjà en situation d'insécurité alimentaire. Les pâturages et les fermes ont déjà subi des dommages à Djibouti, en Érythrée, en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. Le criquet pèlerin est considéré comme le pire ravageur migrateur au monde. Un DCM couvrant 1 km² contient 40 millions de criquets pouvant manger la même quantité de nourriture en une journée que 35 000 personnes. Le CHAN Cameroun 2020 est reporté à une date ultérieure, mais le Cameroun poursuit ses travaux préparatifs avec en ligne de mire une reprogrammation du tournoi. Le pays de Samuel Eto'o accueillera également la CAN en janvier 2021. Certains Camerounais estiment que les travaux préparatifs piétinent, même si les autorités se veulent rassurants. On voit tout cela avec Yacouba Ouedraogo. Sur ce terrain d'entraînement de l'Académie HO à Douala, ces jeunes footballeurs répètent leur gamme tout en ayant à l'esprit la débâcle des Lions indomptables à la CAN 2019 en Égypte, éliminés par le Nigeria en 8e de finale. Pour Emmanuel Lopé, qui rêve de jouer pour les Lions, l'équipe doit se remettre sur les rails et oublier la performance décevante de l'été dernier. La dernière CAN en Égypte, c'est vrai que c'était une CAN très un peu innovante, vu on n'a pas pu donner le rendement, on n'a pas pu s'en sortir, quoi. Donc c'est un peu trop difficile pour nous, mais avec le temps, ça va aller quand même. Fin 2018, la CAF a décidé de retirer au Cameroun l'organisation de la CAN 2019 en raison de retard dans les préparatifs et des problèmes liés à la sécurité. Le Cameroun s'est vu réattribuer l'organisation de la CAN 2021. Préalablement ramenée à juin-juillet, la compétition a de nouveau été reprogrammée à ces dates habituelles de janvier-février. À moins d'un an du tournoi, la Fédération camerounaise de football fait toujours face à des soucis que le secrétaire général de la FECAFOOT, Benjamin Didier Balok, qualifie de mineurs. Nous sommes confrontés à quelques petits problèmes, mais nous voulons donner le meilleur. Nous attendons cette compétition depuis près de 40 ans maintenant, car depuis 1972. Alors maintenant, nous voulons donner aux Africains l'une des meilleures CAN qu'ils aient jamais eues. Sur les 7 stades sélectionnés pour le tournoi, 6 seraient prêts à accueillir des matchs. Le complexe sportif Olembe de Yaoundé, qui peut accueillir 60 000 personnes, est encore en phase de finition. Si les autorités sont convaincues qu'il sera prêt pour le tournoi, certains Camerounais restent sceptiques, à l'image d'Mbela, entraîneur à l'Académie HO. Nous, on a un problème administratif. L'administration chez nous, elle est lente. Donc, du coup, on se prépare déjà mal. On ne prépare pas une CAN. Quand la CAN finit, on attend quand c'est déjà à côté pour commencer à préparer la CAN. Par conséquent, les autres pays d'Afrique préparent la CAN bien avant. Le Cameroun sera soumis à un test grandeur nature avec le championnat d'Afrique des Nations 2020, un tournoi réservé aux footballeurs qui jouent dans leur pays d'origine. Cette compétition, qui devait débuter le 4 avril, a été reportée à une date ultérieure. Les fans camerounais espèrent voir leur équipe faire une démonstration similaire à celle qu'elle a faite au Gabon en 2017, lorsque les Lions indomptables ont remporté la CAN pour la 5e fois de leur histoire. Près de 100 ans d'existence, et c'est la première fois que le magazine New Yorker intègre des caricatures dessinées par une femme noire dans ses pages célèbres connues pour les articles approfondis et d'innombrables papiers d'opinion.
Lise Montag est la première femme noire à devenir caricaturiste pour le New Yorker. Karina Bafrazian est allée à sa rencontre. Tilly Diko raconte. La dessinatrice de 24 ans, Lise Montaigu, vit dans un petit appartement du centre-ville de la capitale Washington. Elle y travaille sur les caricatures qu'elle réalise pour le célèbre magazine The New Yorker. Elle a commencé à travailler pour cet hebdomadaire il y a environ 1 an, faisant d'elle la première caricaturiste noire à dessiner pour le magazine. Lise se rappelle comment un jour, elle était sur la page Instagram du New Yorker. Nous citons « Je faisais défiler les images et j'ai remarqué que beaucoup de personnages se ressemblaient. Beaucoup d'entre eux avaient la même couleur de peau et beaucoup d'entre eux abordaient les sujets d'actualité de la même façon. J'ai donc cliqué sur l'icône de chat et j'ai écrit « Je suis une grande fan, mais je pense que vous devriez vraiment commencer à utiliser plus d'artistes venus de différents horizons, avec des perspectives différentes pour favoriser davantage le dialogue. » Étonnamment, quelqu'un m'a répondu. Alan, l'éditeur des illustrations, m'a envoyé un email et m'a demandé si j'avais quelqu'un en tête pour une recommandation. J'ai dit oui, moi-même. Les rédacteurs ont regardé son travail et lui ont demandé de rejoindre l'équipe. Son premier dessin, illustrant 2 femmes noires sur un toit, a été publié dans le magazine 2 semaines plus tard. Chaque semaine, les éditeurs en charge des illustrations au New Yorker reçoivent des milliers de dessins et d'esquisses, mais seule une quinzaine est publiée. En 2019, le magazine a publié 6 caricatures de Montaigu et elle a davantage de commandes pour les prochains numéros. Son travail avec le New Yorker lui a ouvert de nombreuses portes. En ses propres termes, tout a changé. J'ai commencé à avoir plus d'opportunités de carrière, de gens qui désormais me remarquent, ce qui pour moi est plutôt bizarre. J'ai signé avec la maison d'édition Random House, c'est incroyable. Maintenant, je suis une artiste qui peut subvenir à ses besoins. Montaigu dit espérer que d'autres s'apercevront que la confiance en soi et le travail peuvent contrer les stéréotypes d'âge, de race et de sexe. Une fois que vous décidez que votre point de vue est valide, dit-elle, que vous êtes bien tel que vous êtes et que vous êtes capable de défendre votre position, alors à partir de là, vous avez gagné la plus grande des batailles. Montaigu a désormais la liberté de mener le style de vie qui lui convient. Plutôt que de déménager à New York, elle va partir à Philadelphie pour être proche de sa famille et continuer à dessiner des caricatures. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de votre attention. Encore une fois, nous vous rappelons que ce journal a été enregistré et produit en dehors des studios de la Voix de l'Amérique. Très bonne soirée à tous et à toutes. Hi.